au dîner de famille, ma sœur sourit narquoisement et dit « Vous vous souvenez quand maman et papa ont choisi mon université plutôt que votre faculté de médecine ?» Tout le monde hocha la tête. Ma femme me serra la main et dit « Devrions-nous leur dire maintenant, ou attendre ?» Le silence se fit dans la pièce alors que je sortais l'enveloppe contenant l'acte de propriété de leur maison. Ils ne savaient pas que je l'avais acheté à la banque. On dit que l'argent ne peut pas acheter le bonheur, mais j'ai découvert qu'il pouvait acheter quelque chose de bien plus précieux, l'expression sur les visages de ma famille lorsqu'ils ont réalisé qu'ils avaient perdu le jeu dont ils ne savaient même pas que nous jouions. J'avais 8 ans lorsque j'ai compris pour la première fois que ma sœur, Claire, était le soleil autour duquel notre famille gravitait. Non pas parce qu'elle était plus intelligente, plus gentille ou plus méritante, elle n'était rien de tout cela. Elle était simplement plus bruyante, plus exigeante et meilleure pour jouer le rôle que mes parents lui avaient attribué, l'enfant surdoué qui réaliserait tous les rêves qu'ils ne pouvaient pas réaliser eux-mêmes. Je me souviens encore du concours scientifique de 3e année. J'avais passé des semaines à construire une maquette fonctionnelle du système solaire, peignant minutieusement chaque planète, calculant les distances appropriées, installant même de minuscules LED qui clignotaient à des intervalles différents pour représenter les vitesses orbitales variables. Mon professeur l'avait qualifié d'exceptionnel et au-delà du niveau scolaire. J'avais hâte de le montrer à mes parents. Mais lorsque je suis rentré à la maison ce soir-là, bouillonnant d'excitation à propos de mon ruban bleu, la maison était en chaos. Claire, alors âgée de 11 ans, avait été choisie pour incarner un arbre dans la pièce de théâtre de l'école, pas même un rôle parlant, juste un feuillage d'arrière-plan, et mes parents étaient hors d'eux-mêmes de fierté. Papa était déjà en train de lui confectionner un costume avec de vraies branches, maman était au téléphone en train d'inviter des parents de 3 États différents à assister à la représentation. Maman. Papa. Regardez ce que j'ai fait, avais-je crié, tenant mon ruban bleu et équilibrant soigneusement mon système solaire dans les 2 bras. Ma mère avait jeté un coup d'œil, hoché la tête vaguement et dit « C'est gentil, Michael. Mets-le dans ta chambre, d'accord ? Nous sommes occupés avec le costume de Claire. » Papa n'avait même pas levé les yeux. Je suis resté là pendant 1 minute entière, attendant que quelqu'un remarque, pose des questions, montre ne serait-ce qu'un éclair d'intérêt pour ce que j'avais accompli. Finalement, j'ai transporté mon projet à l'étage et je l'ai placé sur mon bureau, le ruban se balançant mollement. Je n'ai pas pleuré. Même à 8 ans, je comprenais que les larmes étaient la monnaie de Claire, pas la mienne. Ce n'était qu'un incident parmi une enfance qui en était pleine. Lorsque j'ai marqué le but victorieux lors de mon championnat de football à 10 ans, mes parents l'ont manqué parce que Claire avait un récital de danse le même jour. Lorsque j'ai été accepté dans le programme surdoué de l'école, le dîner de félicitations a été écourté parce que Claire avait besoin d'aide pour ses devoirs. Lorsque j'ai remporté un concours d'essai au niveau de l'État à 13 ans, mes parents ont survolé l'article une fois et ont dit que c'était bien, puis ont passé le reste de la soirée à aider Claire à se préparer pour un examen d'histoire qu'elle allait de toute façon échouer. Grandir dans son ombre n'était pas seulement épuisant, c'était une leçon magistrale d'invisibilité. Chaque réussite que j'ai obtenue était mesurée par rapport à la sienne et jugée insuffisante, chaque rêve que j'ai exprimé était mis de côté pour faire place aux ambitions de Claire. Adolescent, elle a décidé qu'elle voulait être avocate, tout comme notre père avait un jour rêvé de l'être. Soudain, toutes les conversations à table tournaient autour des prestigieux programmes de droit, de la préparation au LSAT et des relations familiales qui pouvaient être exploitées pour la faire entrer dans les bonnes écoles. Je me souviens d'une action de grâce particulière, lorsque j'avais 16 ans. Toute la famille élargie était réunie autour de notre table à manger, grands-parents, tantes, oncles, cousins. Mon père s'est levé pour porter un toast. « Je tiens à remercier tout le monde d'être venu aujourd'hui », a-t-il dit en levant son verre. Et j'aimerais partager une nouvelle passionnante, Claire a décidé de suivre mes traces et de faire des études de droit. La table a explosé en applaudissements et en félicitations. Mon grand-père, juge à la retraite, s'est immédiatement lancé dans des histoires sur ses journées au tribunal. Ma tante a proposé de mettre Claire en contact avec sa sœur de sororité qui travaillait dans un prestigieux cabinet d'avocats. Même ma grand-mère, habituellement silencieuse, a raconté à quel point Claire aurait l'air professionnelle en costume. Plus tard, alors que nous débarrassions la vaisselle, mon cousin Jacques a demandé quels étaient mes projets après le lycée. Je pense à la faculté de médecine, ai-je dit, assez fort pour que mes parents m'entendent de l'autre côté de la cuisine. Je suis bénévole à l'hôpital Mémorial, et je suis vraiment intéressé par la neurologie. Ma mère a souri étroitement en rinçant une assiette. Michael a toutes sortes d'idées, a-t-elle dit d'un ton dédaigneux. Le mois dernier, c'était la biologie marine. Ce n'était pas vrai.
Je n'avais jamais exprimé d'intérêt pour la biologie marine, mais le message était clair, mes ambitions n'étaient pas à prendre au sérieux. Pendant ce temps, je maintenais discrètement une moyenne de 4,0, je faisais du bénévolat à l'hôpital local et je tombais amoureux de la médecine, un chemin que j'avais choisi entièrement par moi-même, sans pom-pom girls ni héritage familial pour me pousser vers l'avant. Mais lorsque j'ai mentionné la faculté de médecine à table un soir, mon père avait fait un geste de la main avec dédain. « C'est gentil, Michael », avait-il dit, ne se donnant pas la peine de lever les yeux de la brochure de la faculté de droit que Claire avait ramenée à la maison. Mais savez-vous combien coûte une faculté de médecine? Nous économisons pour les études de Claire depuis sa naissance. Ses résultats au LSAT sont exceptionnels, et grâce à mes relations chez Thomson & Reed, elle a pratiquement la garantie d'un poste après l'obtention de son diplôme. Ma mère m'avait tapé la main avec sympathie. Peut-être devrais-tu envisager quelque chose de plus réaliste pour quelqu'un avec ton tempérament, chérie. Mon tempérament? Comme si l'ambition était un trait de personnalité qu'il n'avait transmis qu'à un seul enfant. Je n'ai pas discuté. J'ai appris tôt que discuter dans ma famille revenait à crier dans le vide, épuisant et inutile. Au lieu de cela, j'ai baissé la tête et j'ai travaillé plus dur. J'ai commencé à suivre des cours supplémentaires d'AP, à étudier tard dans la nuit, à me pousser au-delà de l'épuisement, car l'excellence était la seule langue que j'avais pour communiquer ma valeur, même si personne n'écoutait. Pour mon 18e anniversaire, Claire a reçu un nouvel ordinateur portable, un cadeau que mes parents ont expliqué pour l'aider dans ses demandes d'admission à l'université. J'ai reçu une carte cadeau pour une librairie et une tape dans le dos. Le message n'aurait pas pu être plus clair. L'avenir de Claire importait, le mien était une pensée après coup. J'ai obtenu mon diplôme de major de promotion tandis que Claire fêtait son chemin vers une moyenne solide de B. J'ai obtenu une bourse d'études complète pour les études de premier cycle tandis que Claire avait besoin que mes parents fassent un don pour entrer dans son école de secours. J'ai travaillé des quarts de nuit à la bibliothèque du campus pour économiser de l'argent tandis que Claire utilisait au maximum les cartes de crédit que mes parents finissaient par rembourser. L'été avant l'université, j'ai occupé 2 emplois au paysagiste le jour et employé de rayon la nuit. J'ai économisé chaque centime, sachant que j'en aurais besoin pour les livres, la nourriture et toutes les dépenses que ma bourse ne couvrirait pas. Un soir, je suis rentré à la maison après une journée de travail de 14 heures pour trouver Claire en pleurs à la table de la cuisine. Elle avait encore une fois utilisé au maximum sa carte de crédit, cette fois pour un week-end à Miami avec des amis. Ce n'est pas juste, a-t-elle sangloté, tandis que ma mère lui frottait le dos en douceur. Les parents de tous les autres les ont aidés. Pourquoi devez-vous être si strict avec moi? Mon père a soupiré, a sorti son chéquier et a commencé à écrire. C'est la dernière fois, Claire, a-t-il dit, un avertissement qu'il avait lancé au moins une douzaine de fois auparavant. Tu dois apprendre la responsabilité financière. Je me suis tenu dans l'embrasure de la porte, en sueur et couvert de terre après avoir passé toute la journée à tondre les pelouses, regardant ma sœur être récompensée une fois de plus pour son irresponsabilité. Personne ne m'a demandé comment s'était passée ma journée, personne n'a remarqué que j'étais là. Le schéma s'est poursuivi pendant les études universitaires. Claire appelait à la maison chaque semaine, toujours dans une crise qui nécessitait une intervention financière, un manuel qu'elle avait oublié d'acheter la veille d'un examen, un voyage de printemps à Canquin auquel tous ses amis allaient, un accrochage avec une nouvelle voiture que mes parents lui avaient offerte pour son 20e anniversaire. Chaque fois, de l'argent apparaissait pour faciliter son chemin. Je n'ai jamais demandé d'argent, pas une seule fois. J'ai travaillé 3 emplois à temps partiel, j'ai postulé pour toutes les bourses et subventions disponibles, et j'ai obtenu mon diplôme sans un sou de dette. Non pas parce que j'étais trop fier pour demander de l'aide, mais parce que je savais ce que serait la réponse, nous aimerions bien t'aider, Michael, mais les frais de scolarité de Claire viennent d'augmenter à nouveau. Nous sommes un peu serrés ce mois-ci parce que Claire avait besoin d'un nouvel ordinateur portable. Peut-être le semestre prochain, chérie. Les cotisations de la sororité de Claire étaient plus élevées que prévu. Je me souviens avoir appelé à la maison pendant ma 3e année lorsque mon vieil ordinateur portable est finalement tombé en panne en milieu de semestre. J'avais désespérément besoin d'un nouveau, tous mes travaux de recherche et mes projets étaient dus dans les prochaines semaines. Je déteste demander, avais-je dit, l'estomac noué par la sensation inhabituelle de demander de l'aide, mais serait-il possible d'emprunter de l'argent pour un nouvel ordinateur? Je peux te rembourser d'ici la fin du semestre. Le silence au bout du fil était assourdissant. Oh, Michael, avait finalement dit ma mère, sa voix ruisselant de regrets répétés, nous venons d'envoyer de l'argent à Claire pour sa caution d'appartement.
Les choses sont un peu serrées en ce moment. J'ai appris plus tard qu'ils avaient envoyé $5000 à Claire non seulement pour une caution, mais aussi pour de nouveaux meubles et une garde-robe de démarrage pour son stage d'été. Pendant ce temps, j'ai rassemblé suffisamment d'argent pour un ordinateur portable d'occasion en prenant des quarts supplémentaires à la cafétéria du campus, fonctionnant avec 4 heures de sommeil par nuit pendant 2 semaines d'affilée. Et lorsque les lettres d'acceptation pour les programmes d'études supérieures sont arrivées, j'ai été admis dans toutes les facultés de médecine auxquelles j'ai postulé, y compris Johns Hopkins, ma faculté de rêve. Claire a été mise sur liste d'attente pour ses 3 premiers choix de faculté de droit et a fini par s'installer dans notre université d'État. Cela aurait dû être le moment où les choses ont changé, le moment où mes parents m'ont enfin vu. Au lieu de cela, à table ce soir-là, ils ont annoncé qu'ils allaient vendre la maison au bord du lac qui faisait partie de notre famille depuis des générations pour couvrir les frais de scolarité de Claire à la faculté de droit. Nous sommes tellement fiers de vous deux, avait dit ma mère en levant son verre pour un toast. Claire, pour avoir suivi les traces de ton père, et Michael, pour être si autonome. Autonome, la façon polie de dire « seul ». Je me souviens avoir regardé Claire de l'autre côté de la table, en m'attendant à voir au moins un éclair de culpabilité dans ses yeux. Au lieu de cela, elle a souri narquoisement et a dit « Ne t'inquiète pas, petit frère. Quand je serai une avocate puissante, je t'aiderai à rembourser tes prêts de la faculté de médecine. » Je ne leur ai pas dit que j'avais également obtenu une bourse complète à Johns Hopkins. Je ne leur ai pas parlé de la bourse de recherche que j'avais reçue ni du mentor qui m'avait pris sous son aile. J'ai simplement souri, levé mon verre en retour et fait une promesse à moi-même, un jour, ils comprendraient exactement ce qu'ils avaient jeté. Ce dimanche a mis 15 ans à arriver. La faculté de médecine s'est passée dans un flou de journée de 18 heures, de séances d'études alimentées à la caféine et d'appels téléphoniques brefs et superficiels à la maison qui se terminaient toujours par des mises à jour sur les progrès de Claire à la faculté de droit. J'ai été admis en neurochirurgie, l'une des spécialités les plus compétitives du Massachusetts General Hospital, un exploit qui m'a valu un seul texto de félicitations de mon père, bon travail. Claire vient d'intégrer la Lower Review. Les années de résidence ont été exténuantes, mais éclairantes. Pour la première fois de ma vie, j'étais entouré de gens qui appréciaient ce que j'apportais à la table, ma précision, mon calme sous pression, ma capacité à voir des solutions que les autres manquaient. Mes médecins traitants ont fait l'éloge de ma technique chirurgicale, les infirmières ont demandé à travailler avec moi, les patients m'ont fait confiance dans leurs moments les plus vulnérables. À l'hôpital, je n'étais pas la pensée après coup, j'étais essentiel. Pendant ma 3e année de résidence, j'assistais à une intervention particulièrement complexe d'anévrisme lorsque mon téléphone a commencé à vibrer à plusieurs reprises dans ma poche. Je l'ai ignoré jusqu'à la fin de l'opération, puis j'ai vérifié et j'ai trouvé 6 appels manqués de Claire. Lorsque je l'ai rappelée, elle était hystérique. J'ai échoué à l'examen du barreau, a-t-elle sangloté à nouveau. Papa est furieux. Il dit que je ne fais pas assez d'efforts. Mais j'ai tellement étudié, Michael. Qu'est-ce que je vais faire? C'était la première fois de notre vie d'adulte que Claire m'appelait pour autre chose que pour se vanter de ses réussites. J'ai ressenti un étrange mélange de sympathie et de satisfaction en l'écoutant pleurer, de la sympathie parce que l'échec est douloureux, peu importe qui vous êtes, de la satisfaction parce que, pour une fois, l'enfant d'or était terni. As-tu envisagé un tuteur, ai-je suggéré, essayant d'être utile. Un tuteur, s'est-elle moquée, son moment de vulnérabilité s'évaporant instantanément. Je n'ai pas besoin d'un tuteur. Je suis plus intelligente que la moitié des gens qui ont réussi le test. Il est biaisé contre les penseurs créatifs comme moi. Et comme ça, le schéma familier s'est réaffirmé, Claire, la victime perpétuelle de circonstances indépendantes de sa volonté, Claire, trop spéciale pour être jugée selon des normes ordinaires, Claire, méritant des chances infinies et un soutien illimité. Je n'ai jamais su si elle avait réussi à son 3e essai. Nos conversations sont devenues de plus en plus unilatérales à mesure que je progressais dans ma résidence, Claire parlait, moi j'écoutais, aucun de nous ne se connectant de manière significative. Pendant ma résidence, j'ai rencontré Elisa. Elle était résidente en chirurgie traumatologique, brillante et concentrée, avec une intensité silencieuse qui correspondait à la mienne. Contrairement à ma famille, elle a remarqué des choses, la façon dont je ne parlais jamais de la maison, la façon dont je sursautais légèrement chaque fois que quelqu'un me faisait des éloges, la façon dont je travaillais 2 fois plus dur que tout le monde, comme si j'essayais de prouver quelque chose que personne n'avait remis en question. Tu sais que tu es déjà assez bien, n'est-ce pas, m'avait-elle demandé un soir alors que nous étions assis côte à côte dans la cafétéria de l'hôpital,
tous les deux fonctionnant à la vapeur après des quarts de 36 heures. Tu n'as pas besoin de continuer à le prouver. Je l'avais regardé, surprise par l'observation. Personne ne m'avait jamais vu aussi clairement auparavant. Je ne suis pas sûr de savoir comment m'arrêter, avais-je admis. Elle avait alors souri un sourire fatigué mais sincère qui, d'une certaine manière, rendait les néons plus chaleureux. Peut-être que je peux t'aider avec ça. Elle l'a fait. Lentement, patiemment, Elisa m'a aidé à comprendre que ma valeur n'était pas mesurée par la reconnaissance de ma famille ou son absence, que je pouvais être exceptionnel sans son approbation, que je méritais de prendre de la place dans le monde sans m'excuser. Notre relation s'est développée avec la même intensité silencieuse qui caractérisait notre travail, réfléchi, délibéré, construite sur une base de respect mutuel. Elisa venait d'une famille unie où la réussite était célébrée, mais jamais utilisée comme une arme. La première fois que je me suis joint à eux pour un dîner, je suis resté assis dans un silence stupéfait alors que ses parents posaient des questions détaillées sur nos deux carrières, écoutant attentivement, offrant leur soutien sans créer de pression. Est-ce à ça que ressemble une famille normale, avais-je demandé à Elisa par la suite. Elle m'avait regardé avec un mélange de tristesse et de tendresse. C'est à ça que ressemble une famille saine, avait-elle corrigé doucement. Et tu en mérites une aussi. Lorsque je l'ai ramenée à la maison pour rencontrer ma famille pour la première fois, j'ai observé avec des yeux neufs la dynamique familière se jouer. Claire, maintenant associée de deuxième année dans un cabinet de taille moyenne, dominait la conversation avec des récits exagérés de ses prouesses en salle d'audience. Mes parents étaient accrochés à chacun de ses mots, posant des questions de suivi, riant aux moments opportuns, remerciant son verre avant qu'il ne soit vide. Ils ont posé exactement 3 questions à Elisa pendant tout le dîner de 4 heures, où elle a fait ses études, si ses parents étaient aussi médecins et si elle envisageait de travailler à temps partiel lorsque les bébés seraient là. Ils n'ont pas posé de questions sur ses recherches révolutionnaires sur les protocoles de traumatisme qui avaient déjà sauvé des centaines de vies ou sur sa récente publication dans une prestigieuse revue médicale. Dans la voiture par la suite, je me suis excusé abondamment. Elisa avait simplement pris ma main et dit « Maintenant, je comprends pourquoi tu es comme tu es, et je suis encore plus impressionné par ce que tu es devenu malgré eux. » Nous nous sommes mariés 6 mois plus tard lors d'une petite cérémonie à laquelle ont assisté sa famille et une poignée d'amis proches de l'hôpital. J'ai invité mes parents et Claire, bien sûr, mais je ne me faisais aucune illusion sur ma place dans leurs priorités. 2 jours avant le mariage, Claire a appelé pour dire qu'elle ne pouvait pas venir, elle avait une affaire qui allait faire avancer sa carrière, dont elle ne pouvait pas s'éloigner. Mes parents sont quand même venus, mais ils sont partis immédiatement après la cérémonie, invoquant la longue route du retour comme excuse. J'ai vu plus tard des photos que Claire avait postées d'un festival de musique le même week-end que notre mariage, elle, affaire qui allait faire avancer sa carrière, s'était apparemment résolue à temps pour qu'elle assiste à un concert de 3 jours avec des amis. Mes parents nous ont offert un mixeur comme cadeau de mariage. Ils ont donné à Claire un acompte sur un condo lorsqu'elle s'est fiancée l'année suivante, bien que son fiancé ait rompu avant qu'il n'arrive à l'hôtel. 15 ans se sont écoulés de cette façon, 15 ans de vacances où la carrière médiocre de Claire dans un cabinet de taille moyenne était célébrée tandis que mon travail consistant à sauver des vies était réduit à des demandes polies sur « Comment va l'hôpital ?», 15 ans à regarder mes parents dépenser de l'argent pour sortir Claire d'une catastrophe financière après l'autre tandis que je construisais ma vie brique par brique, 15 ans à écouter Claire me présenter comme « mon frère, le médecin », avec ce même geste de la main dédaigneux que notre père avait perfectionné. Je ne les ai pas coupés, je ne les ai pas confrontés. J'ai simplement regardé et attendu que la carrière juridique de Claire stagne, que le fonds de retraite de mes parents diminue en soutenant son style de vie, que la maison familiale dont ils étaient si fiers commence à montrer des signes de négligence qu'ils ne pouvaient plus se permettre de régler. Pendant ce temps, je suis devenu l'un des plus jeunes chefs de neurochirurgie du pays. J'ai mis au point une technique chirurgicale pour des tumeurs cérébrales auparavant inopérables qui portent maintenant mon nom. J'ai été présenté dans des revues médicales, invité à prendre la parole lors de conférences internationales, recherché par des patients du monde entier. J'ai investi judicieusement, j'ai vécu en dessous de mes moyens et j'ai amassé une fortune qui aurait impressionné même mon père s'il s'était donné la peine de demander. J'ai épousé Elisa, une brillante chirurgienne traumatologue qui comprenait l'ambition non pas comme quelque chose à afficher, mais comme un feu silencieux qui vous réchauffait les nuits les plus froides. Ensemble, nous avons construit une vie que ma famille ne connaissait pas parce qu'elle ne s'était jamais assez souciée pour regarder au-delà de la surface. Nous avons acheté une modeste maison de 3 chambres lorsque nous nous sommes mariés pour la première fois, la seule propriété que ma famille connaissait, mais à mesure que nos carrières ont prospéré, nous avons acheté une magnifique maison contemporaine surplombant le même lac où se trouvait autrefois la maison de mes grands-parents.
L'ironie n'était pas perdue pour moi que je possède maintenant des biens plus précieux sur ce lac que la maison familiale que mes parents avaient sacrifiée pour financer la carrière juridique médiocre de Claire. Elisa et moi avons également créé une fondation finançant l'éducation médicale des étudiants défavorisés, créé un institut de recherche axé sur les troubles neurologiques et accumulé discrètement une fortune nette qui aurait fait tourner la tête de mes parents obsédés par le statut s'ils s'étaient donné la peine de se renseigner sur mes finances au lieu de simplement supposer que je m'en sortais bien tout en canalisant leurs économies de retraite dans le dernier projet de Claire. Puis vint le dîner qui a tout changé. Mes parents avaient insisté pour organiser une réunion de famille pour célébrer la promotion de Claire au poste d'associé junior, un poste qu'elle avait obtenu après 12 ans dans le même cabinet, environ 5 ans de retard pour quelqu'un de ses compétences. La promotion s'est accompagnée d'une augmentation modeste, mais surtout, pour ma sœur, d'un nouveau titre qu'elle pouvait utiliser lors de fêtes. Lorsque nous sommes arrivés à la maison de mes parents, j'ai immédiatement remarqué à quel point elle s'était détériorée. L'ancienne maison coloniale immaculée présentait de la peinture écaillée, des bardeaux de toit manquants et une allée avant fissurée avec des mauvaises herbes qui poussaient à travers. L'intérieur n'était pas beaucoup mieux, les meubles étaient les mêmes que ceux de mon enfance, maintenant usés et démodés, les appareils électroménagers de la cuisine étaient clairement sur leurs dernières jambes. La maison avait l'air indubitable d'un endroit dont les propriétaires ne pouvaient plus se permettre l'entretien. Ma mère avait préparé tous les plats préférés de Claire, dressant la table avec la bonne porcelaine qui ne sortait que pour les grandes occasions. Alors que nous étions assis dans le salon en attendant l'arrivée de Claire, j'ai remarqué à quel point mes parents semblaient plus âgés. Mon père, autrefois robuste et intimidant, semblait rapetisser dans son fauteuil, ses cheveux plus fins, sa voix autrefois tonitruante maintenant parfois hésitante. Les mains de ma mère tremblaient légèrement lorsqu'elle arrangeait des craquelins sur un plateau de fromage, ses mouvements plus lents, plus délibérés. Pour la première fois, j'ai ressenti une pointe de quelque chose qui ressemblait à de la pitié. Ils avaient passé toute leur vie à investir dans le mauvais enfant, et maintenant, alors qu'ils approchaient de la soixantaine, ils étaient confrontés aux conséquences de ce choix sans même s'en rendre compte. Claire est arrivée en retard, comme d'habitude, déjà légèrement ivre après une pré-soirée avec ses collègues. Elle a embrassé Elisa et moi avant de se lancer dans un récit détaillé de sa dernière victoire en justice, un différend d'assurance mineure qu'elle a transformé en une histoire digne de Law and Order. Vous auriez dû voir leur visage lorsque j'ai présenté les preuves, s'est-elle extasiée, faisant un geste avec son verre de vin. L'avocat adverse a pratiquement fui la salle d'audience la queue entre les jambes. Mon père rayonnait de fierté, rafraîchissant son verre de vin chaque fois qu'il descendait en dessous de la moitié. Ma mère flottait autour d'elle, ajustant ses cheveux, lui demandant si elle avait besoin de quelque chose, jouant le même rôle de soutien dans lequel elle avait été castée depuis la naissance de Claire. Je suis resté assis tranquillement à côté d'Elisa, qui me serrait la main sous la table chaque fois que les histoires de Claire s'aventuraient dans une exagération évidente. Nous étions mariés depuis 8 ans, mais ce n'était que la 4e fois qu'Elisa rencontrait ma famille. Après les premières vacances désastreuses où ils avaient passé tout le repas à l'interroger sur les antécédents de sa famille, traduction, leur valeur nette, tout en ignorant ses compétences impressionnantes, nous avions mutuellement décidé qu'un contact limité était plus sain pour tout le monde. Au fur et à mesure que le dîner progressait, je me suis retrouvé à étudier ma famille avec une curiosité détachée, comme un scientifique observant des spécimens sous verre, mon père coupant sa nourriture en bouchées précises, maintenant toujours la façade du contrôle même si sa vie se délitait financièrement, ma mère riant trop fort aux blagues de Claire, s'accrochant désespérément à la fiction que tout allait bien, et Claire elle-même, faisant de grands gestes avec son verre de vin. Inconsciente ou indifférente au fait que ses parents avaient sacrifié leur propre sécurité pour maintenir son sens gonflé du droit. « Oh, Michael » a soudainement dit Claire, se tournant vers moi comme si elle se souvenait à peine que j'étais là. Je suis passé devant cette petite maison de départ que vous et Elisa avez achetée. C'est mignon, petit, mais je suppose que ça marche pour vous aussi, puisque vous êtes toujours à l'hôpital de toute façon. La maison de départ, dont elle parlait était la modeste maison de 3 chambres que nous avions achetée lorsque nous nous sommes mariés pour la première fois. Ce que Claire ne savait pas, c'est que nous l'avions conservée comme bien locatif lorsque nous avons construit notre véritable maison ou une maison moderne de 5 chambres donnant sur le lac, à environ 20 minutes de l'endroit où nous étions assis. Elle remplit son objectif, ai-je répondu mollement. Eh bien, tout le monde n'a pas l'œil de papa pour l'immobilier, a poursuivi Claire en sirotant son vin. Vous vous souvenez quand maman et papa essayaient de décider entre investir dans vos études de médecine ou mes études de droit, et papa a dit que la faculté de médecine revenait à jeter de l'argent par les fenêtres. Elle a ri, regardant autour de la table comme si elle s'attendait à ce que tout le monde se joigne à elle. Ma mère a eu la grâce de paraître légèrement gênée, mais mon père a ri et a hoché la tête.
Eh bien, le recul est un luxe, a-t-il dit en levant son verre. Mais la promotion de Claire prouve que nous avons fait le bon choix. Associé junior chez Thomson & Reed, comme je l'ai toujours voulu. J'ai senti la main d'Elisa se resserrer autour de la mienne sous la table, son pouce traçait des cercles sur ma paume, notre code silencieux pour « respire ». Oui, a poursuivi Claire, son sourire s'aiguisant tandis qu'elle se penchait en avant. Vous vous souvenez quand maman et papa ont choisi mon université plutôt que votre faculté de médecine? Tout le monde pensait que vous étiez fou de contracter tous ces prêts. Mais regardez-nous maintenant. Je suis là où je suis censé être, et vous vous en sortez bien aussi. La table hocha la tête collectivement, la chorégraphie familière d'une famille qui avait répété ses rôles pendant des décennies, Claire la vedette, moi le personnage secondaire dont le but était de refléter sa lumière. Mais quelque chose a changé à ce moment-là. Peut-être était-ce la façon dont Claire souriait narquoisement, si sûre de sa position, peut-être était-ce le poids de 15 ans de patience calculée, ou peut-être était-ce simplement le temps du dernier acte. Elisa m'a serré la main à nouveau, m'a regardé directement dans les yeux et a dit assez fort pour que tout le monde entende, devrions-nous leur dire maintenant, ou attendre? La pièce devint silencieuse. 4 paires d'yeux se tournèrent vers nous, la confusion écrite sur leurs visages. Dites-nous quoi? Demanda ma mère, sa voix teintée d'inquiétude. Elle était probablement inquiète que nous allions annoncer un déménagement à travers le pays qui priverait Claire d'un public. J'ai plongé ma main dans ma poche de veste, j'ai lentement sorti une épaisse enveloppe en manila et je l'ai posée sur la table. Le papier fit un bruit sourd satisfaisant contre la surface en acajou, un son qui contenait en quelque sorte le poids de chaque commentaire dédaigneux, de chaque réussite négligée, de chaque instant où l'on m'avait fait sentir inférieur dans cette même pièce. Qu'est-ce que c'est? Demanda Claire, son sourire hésitant légèrement. L'acte de votre maison, répondis-je calmement. Cette maison, celle qu'il ne savait pas que j'avais achetée à la banque il y a 3 mois. Le silence qui suivit fut absolu. Le visage de mon père pâlit, ma mère porta la main à sa gorge, la coupe de vin de Claire se figea à mi-chemin vers ses lèvres. Ce n'est pas possible, bredouilla mon père, tendant la main vers l'enveloppe. Ses mains tremblaient lorsqu'il l'ouvrit, sortit les papiers et scruta le document qui confirmait ce que je venais de dire. Nous possédons cette maison. Nous la possédons depuis 30 ans. Vous aviez une deuxième hypothèque, dis-je, gardant ma voix égale. Puis une troisième, toute pour financer les études de Claire, son acompte pour son condo, ses sauvetages de cartes de crédit. Il y a 3 mois, vous avez manqué votre 4e paiement consécutif, et la banque a entamé une procédure de saisie immobilière. Ma mère émit un petit son de détresse. Mais ils nous auraient contactés. Ils l'ont fait, répondis-je. Plusieurs fois. L'avis final est probablement toujours dans cette pile de courrier que vous négligez sur la table du hall. J'ai jeté un coup d'œil à la pile d'enveloppes non ouvertes sur le buffet antique, des factures, probablement, des rappels, des avis finaux à la manifestation physique d'une famille et d'une chute financière. Le sourire narquois de Claire avait complètement disparu. Et alors? Vous êtes intervenu comme un héros pour sauver maman et papa de la saisie immobilière. Vous voulez une médaille pour ça? Je l'ai regardé longuement, puis j'ai secoué la tête. Non, Claire. Je ne les ai pas sauvés de la saisie immobilière. Je suis devenu leur propriétaire. Le visage de mon père rougit. C'est absurde. Pourquoi auriez-vous fait ça? Comment avez-vous pu? Comment ai-je pu, répétai-je doucement. De la même manière que vous pouviez dire à un jeune homme de 18 ans que ses rêves ne valaient pas la peine d'être investis. De la même manière que vous pouviez vendre un héritage familial pour financer les études d'une enfant tout en disant à l'autre de contracter des prêts. De la même manière que vous pouviez passer 15 ans à prétendre que la médiocrité de Claire était en quelque sorte plus précieuse que ce que j'ai accompli. Michael, chuchota ma mère, les larmes aux yeux. Nous avons toujours été fiers de toi. Non, dis-je, croisant les mains sur la table. Vous avez toujours été soulagé que je n'ai besoin de rien de vous. Ce n'est pas la même chose que la fierté. Mes mots restèrent suspendus dans l'air, lourds d'une vérité qu'aucun d'eux n'avait jamais été prêt à affronter. Je le voyais dans leurs yeux, la réalisation lente et douloureuse qu'ils s'étaient gravement trompés, que l'enfant qu'ils avaient qualifié de simplement autosuffisant était devenu assez puissant pour modifier leur réalité d'un coup de stylo. Claire claqua sa main sur la table, faisant sauter les couverts. C'est comme toi, Michael. Toujours la victime, toujours à compter les points. Alors, maintenant? Tu vas expulser nos parents de leur maison pour prouver quelque chose sur qui maman et papa aimaient le plus? Elisa, qui était restée silencieuse jusqu'à présent, prit enfin la parole.
En fait, nous n'avons pas l'intention d'expulser personne. Nous offrons à vos parents la possibilité de vivre ici sans loyer pour le reste de leur vie. Tous les regards se tournèrent vers elle, puis vers moi. Il y a juste une condition, continuai-je, replongeant ma main dans ma poche et sortant une deuxième enveloppe. Claire déménage d'ici la fin du mois. Le visage de Claire se tordit de fureur. Je n'habite même pas ici. Pas officiellement. J'étais d'accord, dis-je, mais votre courrier arrive ici, vos factures arrivent ici. Le bail de votre condo de luxe a mystérieusement pris fin il y a 3 mois, au moment où maman et papa ont cessé de pouvoir effectuer leurs paiements hypothécaires. Coïncidence intéressante. Mon père commença à se lever, le visage écarlate de rage, mais ma mère posa une main retenue sur son bras. Pour la première fois de ma mémoire, elle me regardait, vraiment me regardait, comme si elle voyait quelqu'un de nouveau. « Comment saviez-vous tout ça ?» demanda-t-elle doucement. « Parce que, contrairement à vous tous, j'ai fait attention, répondis-je. Je sais que le cabinet de papa l'a réduit à temps partiel il y a 3 ans. Je sais que votre arthrite est devenue trop grave pour que vous puissiez continuer votre travail bénévole à la galerie. Je sais que Claire est entre 2 appartements depuis près de 6 mois, dormant dans sa vieille chambre tout en prétendant vivre dans un immeuble qui a en fait été condamné pour moisissure noire. » Le visage de Claire était passé du rouge au blanc. « Tu nous espionnais ?» ?»« Non, dis-je. J'attendais que l'un d'entre vous me dise la vérité, me demande de l'aide, me traite comme si j'étais vraiment membre de cette famille au lieu d'une réflexion après coup. J'ai ouvert la deuxième enveloppe et j'ai glissé les papiers vers mes parents. Il s'agit d'une fiducie que j'ai créée. Elle prévoit toute la maintenance de cette maison, les impôts fonciers, les services publics et une allocation mensuelle pour les épiceries et les produits de première nécessité. Elle est irrévocable, ce qui signifie que même si quelque chose m'arrive, vous serez pris en charge pour le reste de votre vie. Les mains de ma mère tremblaient lorsqu'elle prit le document. Pourquoi auriez-vous fait ça, après tout ce que vous venez de dire ? Parce que, contrairement à ce que vous avez tous cru à mon sujet, je ne compte pas les points, dis-je, me levant et boutonnant ma veste. Je n'ai plus besoin de vous punir pour connaître ma propre valeur. J'ai regardé Claire, qui me fixait avec un mélange de rage et de quelque chose qui pourrait, si vous plissez les yeux, ressembler au respect. Vous avez 30 jours pour trouver un nouvel endroit, lui ai-je dit. La fiducie comprend un paiement unique qui couvrirait un dépôt de garantie et le loyer du premier mois dans un appartement raisonnable. Après ça, vous êtes seul, comme je l'étais. Mon père n'avait pas touché le document de fiducie. Il était assis raide sur sa chaise, sa mâchoire travaillant comme s'il mâchait des mots trop amers pour être avalés. « Tu crois que ça te rend meilleur que nous ?» a-t-il finalement réussi à dire. « Acheter notre maison sous nos pieds, jouer à Dieu avec nos vies. » J'ai réfléchi un instant, puis j'ai secoué la tête. « Non, mais ça nous rend égaux. » Elisa se tenait à côté de moi, me tenant la main. « Nous devrions y aller, dit-elle doucement. Donnez à chacun le temps de digérer. » J'ai hoché la tête, mais avant de me tourner pour partir, j'ai regardé chacun d'eux une dernière fois aux ces 3 personnes qui avaient façonné ma vie en me plaçant constamment en périphérie de la leur. Pour ce que ça vaut, dis-je, j'aurais partagé tous mes succès, chaque dollar, chaque réussite avec vous tous librement si vous aviez jamais montré un intérêt sincère pour ma vie. Je n'ai jamais voulu être le centre d'attention, je voulais juste être vu. Nous sommes partis sans attendre de réponse, sortant dans la fraîcheur du soir. Derrière nous, à travers la fenêtre de la salle à manger, je pouvais voir ma famille figée sur ses sièges, les papiers que j'avais laissés éparpillés entre eux comme les pièces d'un puzzle qu'ils ne réalisaient que maintenant qu'ils avaient mal résolu pendant des années. « Ça va, Elisa ?» demanda-t-elle en arrivant à la voiture. J'ai pris une grande inspiration, sentant quelque chose bouger et se déposer en moi, un poids que j'avais porté si longtemps que j'avais oublié ce que c'était que de se tenir droit. « Oui, dis-je. Je pense que je vais enfin bien. » 3 jours plus tard, ma mère a appelé. Elle a demandé si nous pouvions nous rencontrer, juste nous deux, pour prendre un café. Lorsque je suis arrivé au petit café du centre-ville, je l'ai trouvée déjà là, semblant plus petite et plus âgée que je ne m'en souvenais, ses mains enveloppant une tasse comme pour chercher de la chaleur. « Votre père ne vous parlera pas ?» a-t-elle dit après que je me sois assis. « Peut-être jamais. Vous devez comprendre ça. » J'ai hoché la tête. Je m'y attendais. Claire, elle hésita, cherchant le bon mot. Claire est claire. Elle est en colère, mais elle cherche des appartements. Bien. Ma mère a étudié mon visage pendant un long moment. Les choses que vous avez dites au dîner, elles n'étaient pas entièrement justes, mais elles n'étaient pas entièrement fausses non plus.
C'était aussi proche d'une excuse que j'étais susceptible d'obtenir. J'ai attendu, la laissant trouver son chemin à travers cette conversation qu'elle avait probablement répétée une douzaine de fois avant mon arrivée. La fiducie, continua-t-elle finalement, c'est plus que généreux. C'est plus que ce que nous méritons. Ce n'est pas une question de mérite, dis-je. C'est une question d'être une famille, même quand c'est compliqué. Elle a tendu la main à travers la table, posant sa main sur la mienne avec hésitation. Nous étions fiers de toi, Michael. Nous ne savions simplement pas comment le montrer. Claire a toujours eu tellement besoin, et toi, tu n'as jamais semblé avoir besoin de rien. Tout le monde a besoin de quelque chose, maman, répondis-je doucement. Même s'il ne sait pas comment le demander. Elle hocha la tête, les larmes aux yeux. J'aimerais en savoir plus sur votre vie maintenant, votre vraie vie, pas seulement ce que vous nous avez laissé voir, si vous êtes disposé à la partager. J'ai pensé à notre maison au bord du lac, à la fondation de recherche médicale qu'Elisa et moi avions créée, à la vie complexe et enrichissante que nous avions construite et que ma famille ne connaissait pas. J'ai pensé à 15 ans de distance et au long chemin à parcourir si nous allions combler cet écart. J'aimerais ça, dis-je finalement. Peut-être que vous et papa pourriez venir dîner à notre vraie maison un de ces jours, quand vous serez prêts. Votre vraie maison, répéta-t-elle, la confusion traversant son visage. J'ai souri, sentant le dernier morceau du poids se soulever de mes épaules. Nous avons beaucoup de choses à rattraper, maman, mais cette fois, j'ai besoin que tu écoutes vraiment. Elle serra ma main, hochant lentement la tête. Je pense que je peux le faire maintenant. Alors que nous étions assis dans ce café, commençant le lent processus de redécouverte mutuelle, j'ai réalisé que la vengeance que je pensais vouloir n'était pas vraiment de la vengeance. C'était de la reconnaissance. C'était la chance d'être enfin vu non pas comme la réflexion après coup, ou le filet de sécurité, ou celui de confiance qui n'avait besoin de rien, mais comme la personne que j'avais toujours été, complexe, accomplie et digne du même amour qu'ils avaient si librement donné à ma sœur. L'argent ne m'avait pas acheté le bonheur, mais il m'avait donné l'occasion de réécrire un récit familial qui nous avait tous définis pendant trop longtemps, et que je découvrais pourrait valoir plus que tout héritage ou reconnaissance que j'aurais jamais recherché. Parfois, l'enfant le plus silencieux de la famille est celui que vous auriez dû observer depuis le début. Un mois après notre confrontation, j'ai reçu un texto de Claire. Il était bref, une seule ligne, on peut parler ? J'ai attendu une journée entière avant de répondre, me donnant le temps de réfléchir à ce que je voulais de cette conversation, le cas échéant. Finalement, j'ai répondu par texto, café au Riverside Park demain, 10h. Elle était déjà là à mon arrivée, assise sur un banc surplombant l'eau. Ses vêtements de créateurs habituels étaient remplacés par un jean et un pull uni. Elle semblait plus petite en quelque sorte, moins raffinée, plus humaine. Merci d'être venue, dit-elle en m'asseyant à côté d'elle. J'ai hoché la tête mais je n'ai pas parlé, attendant qu'elle continue. J'ai signé un bail pour un appartement hier, dit-elle, fixant l'eau. Ce n'est rien comme mon ancien logement, juste un studio du côté mais c'est le mien. Je le paie moi-même. Félicitations, dis-je, le pensant sincèrement. Elle prit une profonde inspiration. J'ai beaucoup réfléchi à ce que vous avez dit, à la façon dont je n'ai jamais eu à me débrouiller seul, à la façon dont maman et papa ont tout mis en moi. Elle hésita, puis me regarda enfin. Et à quel point c'était injuste envers vous. C'était la première fois de notre vie que Claire reconnaissait le déséquilibre entre nous. J'ai senti quelque chose bouger, une porte s'ouvrant juste un peu après des décennies de fermeture. Je vous ai détesté pendant longtemps, continua-t-elle, sa voix plus douce maintenant. Pas parce que vous avez fait quelque chose de mal, mais parce que vous avez fait que tout semblait si facile. Vous n'avez jamais semblé avoir besoin de personne, et moi, j'avais besoin de tout le monde tout le temps. J'en ai toujours besoin. Ce n'était pas facile, dis-je. Je savais juste que personne ne viendrait me sauver, alors je me suis sauvé moi-même. Elle hocha la tête, les yeux remplis de larmes. Je ne sais pas comment faire ça. Je n'ai jamais eu à apprendre. Nous sommes restés assis en silence pendant un moment, regardant l'eau onduler dans la brise matinale. Pour la première fois de notre vie d'adulte, nous n'étions pas en compétition, nous ne jouions pas les rôles qui nous avaient été assignés depuis l'enfance. Nous étions juste deux personnes avec une histoire partagée, essayant de trouver un moyen d'avancer. Je ne te déteste pas, Claire, dis-je finalement. Je ne l'ai jamais fait. Je voulais juste la même chance que toi, le même soutien, la même croyance en mon potentiel. Je le sais maintenant, chuchota-t-elle. Et je suis désolé de ne pas l'avoir vu avant.
Ce n'était pas une réconciliation complète, il y avait trop d'années, trop de blessures pour cela. Mais c'était un début, un vrai, basé sur l'honnêteté plutôt que sur la prétention. Alors que je retournais à ma voiture après notre conversation, j'ai réalisé que la vengeance que j'avais si soigneusement planifiée, exécutée avec autant de précision, avait accompli quelque chose que je n'avais pas anticipé, elle nous avait forcés à nous voir clairement les uns les autres pour la première fois, non pas comme les rôles que nous avions joués, mais comme les êtres humains complexes et imparfaits que nous étions réellement. Mon père ne m'a toujours pas parlé directement, bien qu'il ait accepté de venir dîner à notre maison au bord du lac le week-end dernier. Il a dit peu de choses, mais je l'ai surpris debout près des fenêtres, regardant l'eau qui avait autrefois appartenu à son père, un mélange complexe d'émotions traversant son visage, fierté, regret, et quelque chose qui aurait pu être du respect. Ma mère a fait plus d'efforts, appelant chaque semaine, posant de vraies questions sur mon travail, sur Elisa, sur nos vies. Elle a commencé à comprendre que l'autosuffisance ne signifie pas qu'on n'a pas besoin d'amour, tout comme j'ai commencé à comprendre que sa préférence pour Claire provenait davantage du besoin désespéré de Claire que d'un manque d'amour pour moi. Quant à Claire, elle fait de petits pas vers l'indépendance. Elle est toujours Claire dramatique, égocentrique, sujette à l'exagération, mais il y a une nouvelle dimension en elle maintenant, une prise de conscience croissante que le monde ne tourne pas autour de ses besoins. La semaine dernière, elle a appelé pour me dire qu'elle avait obtenu une promotion au travail, une vraie cette fois, gagnée grâce à son propre mérite plutôt qu'aux relations de notre père. Je voulais que tu sois le premier au courant, avait-elle dit, sa voix teintée d'une fierté sincère. Parce que je l'ai fait moi-même. C'était une petite chose, cet appel téléphonique, mais il représentait quelque chose qu'aucun de nous n'avait vécu auparavant, une relation basée sur le respect mutuel plutôt que sur la compétition. Je ne sais pas si ma famille et moi aurons un jour le genre de relation étroite qu'Elisa a avec ses parents, trop d'eau a coulé sous les ponts, trop de schémas ont été établis. Mais nous trouvons un nouveau chemin, qui reconnaît le passé sans être emprisonné par lui. Et cela, peut-être, est la plus grande victoire de toutes, non pas le moment où j'ai révélé ma puissance financière, pas le regard sur leur visage lorsqu'ils ont réalisé ce que j'avais accompli sans leur aide, mais ceci, le processus lent, douloureux et magnifique de devenir une vraie famille. Une famille qui voit chaque membre clairement et les apprécie non pas pour ce qu'ils peuvent prouver, mais simplement pour ce qu'ils sont. En fin de compte, l'argent ne m'a pas acheté le bonheur, mais il m'a acheté quelque chose de bien plus précieux, la vérité. Et à partir de cette vérité, aussi inconfortable soit-elle, nous construisons quelque chose qui pourrait un jour ressembler à la guérison.